D'accord, restez avec moi parce que ce que je m'apprête à vous expliquer, c'est le moment décisif. C'est le moment où nous regarderons en arrière et dirons « c'est là que tout a basculé ». Il y a à peine 6 semaines, alors que la France se préparait aux fêtes de fin d'année, Emmanuel Macron a assisté à une scène que la VE République n'avait pas connue depuis 62 ans. Une scène qui, et je veux que vous compreniez la portée de ceci, a fondamentalement ébranlé les fondations de son pouvoir présidentiel. Si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous immédiatement. Activez les notifications parce que ce qui se déroule au cours des prochaines semaines sera étudié dans les facultés de sciences politiques pendant le siècle à venir. Et vous ne voulez pas reconstituer tout ça après coup. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé. Le 4 décembre 2024, à 19h47 précise, l'Assemblée nationale n'a pas simplement renversé le gouvernement de Michel Barnier. Elle a pulvérisé toute la stratégie présidentielle des 7 dernières années. Et voici la partie qui compte. 331 députés ont voté la motion de censure. 331. Il n'en fallait que 288. C'est 43 voix au-dessus du seuil. Ce n'est pas une victoire serrée de l'opposition. C'est un rejet massif, sans équivoque, une coalition improbable entre l'extrême gauche et l'extrême droite qui, pour la première fois depuis 1962, fait tomber un gouvernement français. Georges Pompidou. C'était en 1962, 62 ans. C'est la dernière fois qu'un gouvernement de la VE République a été renversé par le Parlement. Et maintenant, Macron a réédité cette séquence historique, mais cette fois, il n'est pas de Gaulle. Il ne peut pas dissoudre. Le président de la République joue très gros sur cette séquence. Il en va non seulement de la fin de son second quinquennat, mais de sa capacité même à gouverner pendant les 2 années et demie qui lui restent. Car voici le calcul brutal. Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant le 8 juillet 2025. L'article 12 de la Constitution l'interdit. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les élections. Or, le second tour des législatives de 2024 s'est tenu le 7 juillet. Ce qui signifie que pendant 7 mois encore, Macron est piégé avec cette Assemblée, piégé avec une majorité introuvable, piégé avec des oppositions qui ont découvert qu'elles pouvaient faire tomber n'importe quel gouvernement à tout moment. Maintenant, je couvre la politique française depuis longtemps. Les présidents français n'utilisent pas la dissolution à la légère. Ce mot fait un travail énorme dans notre système constitutionnel. C'est l'arme nucléaire du président. Une fois déclenchée, elle peut tout faire exploser, y compris celui qui l'utilise. Et Macron l'a déclenchée le 9 juin 2024, juste après les élections européennes. Une décision qui sera étudiée pendant des décennies comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques de la VE République. Voici pourquoi. Le soir du 9 juin 2024, après une défaite cuisante aux européennes où le Rassemblement national atteint 31,4% des voix contre 14,6% pour le camp présidentiel, Emmanuel Macron fait une annonce stupéfiante. À 21h précises, il apparaît à la télévision et prononce ces mots « Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale ». Aucun sondage ne le prédisait. Aucun conseiller n'avait filtré l'information. Même ses plus proches collaborateurs ont été pris de court. Gabriel Attal, son Premier ministre, apprend la nouvelle quelques heures avant. Les députés de la majorité sont sidérés. Les journalistes politiques parlent d'un coup de théâtre, d'une bombe, d'un pari risqué. Mais ce n'était pas un pari risqué, c'était un suicide politique. Les élections législatives sont convoquées pour les 30 juin et 7 juillet. 20 jours. 20 jours pour refaire une campagne nationale, 20 jours pour tenter de mobiliser un électorat qui vient de sanctionner sévèrement le président. Et le résultat est sans appel. Le nouveau Front populaire arrive en tête avec 182 sièges. Le camp présidentiel, deuxième, s'effondre à 150 sièges, perdant plus de 100 députés. Le Rassemblement national et ses alliés obtiennent 141 sièges. Les Républicains, 39, aucune majorité. Aucun bloc ne peut gouverner seul. La France entre dans une configuration parlementaire que la VE République n'a jamais connue. Une assemblée tripartite, fragmentée, ingouvernable. Emmanuel Macron refuse de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, pourtant arrivé en tête.
il attend. 51 jours. 51 jours de vide sidéral pendant que la France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques. 51 jours pendant lesquels le pays est en suspens. Et le 5 septembre 2024, il nomme Michel Barnier, 73 ans, ancien commissaire européen, négociateur du Brexit, figure de la droite républicaine. Un homme que personne n'attendait, un Premier ministre sans majorité, sans soutien parlementaire clair, dont la survie dépend uniquement de la bienveillance du Rassemblement national qui peut le faire tomber à tout moment. Voici ce qui se passe réellement. Michel Barnier hérite d'un budget catastrophique. Le déficit public français atteint 6,1% du PIB en 2024, bien au-dessus des prévisions de 4,4% faites à l'automne 2023. La France est sous surveillance de Bruxelles. Les agences de notation menacent de dégrader la note souveraine. Les taux d'emprunt augmentent et Barnier doit construire un budget pour 2025 avec une assemblée qui n'a qu'une envie, le faire tomber. Il négocie, il concède, il recule sur les retraites, il gèle la réforme Borne jusqu'en 2028, il retire la suppression de 2 jours fériés, il modifie la fiscalité des retraites avec un abattement forfaitaire de 2 000 €. Il gèle les pensions, il surtaxe les grandes entreprises, il fait tout ce qu'un Premier ministre peut faire pour survivre, mais ce n'est pas suffisant. Marine Le Pen trace ses lignes rouges. Pas de désindexation des retraites, pas de hausse de la TVA sur l'électricité, pas de réduction des remboursements de médicaments. Et surtout, elle veut que ces demandes soient entendues en intégralité. Michel Barnier cède sur plusieurs points. Mais Le Pen n'est pas satisfaite. Elle veut plus, toujours plus. Et le 2 décembre 2024, Michel Barnier prend la décision fatale. Il engage la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, article 49, alinéa 3 de la Constitution, le 49.3, le 100e 49.3 de la VE République, le 11e du quinquennat Macron. Une procédure qui permet de faire passer un texte sans vote, mais qui expose le gouvernement à une motion de censure. Les motions de censure pleuvent. Le nouveau Front populaire dépose la sienne. Le Rassemblement national dépose la sienne. 2 motions, même objectif, faire tomber Barnier. Les débats commencent le 4 décembre à 16h. 3 heures de tension extrême. Les députés de gauche dénoncent un budget d'austérité. Les députés RN parlent de mépris du peuple. Le camp présidentiel tente de défendre l'indéfendable. Mais tout le monde sait que c'est fini. Les comptages sont clairs. La motion du NFP aura les voix du RN, 331 voix, 43 de plus que nécessaire. À 19h47, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, annonce le résultat. La motion de censure est adoptée. L'hémicycle explose. Les députés de gauche applaudissent. Ceux du RN jubilent. Le camp présidentiel est tétanisé. Michel Barnier reste impassible. Il sait. Il devient le Premier ministre ayant servi le mandat le plus court de la VE République. 3 mois, 90 jours, un record à l'envers. Le lendemain, 5 décembre, à Dizier, Michel Barnier se rend à l'Élysée pour remettre sa démission à Emmanuel Macron. L'entretien dure 1 heure. Aucun commentaire à la sortie. Le gouvernement Barnier est démissionnaire. Il reste en charge des affaires courantes. Mais la France n'a plus de budget pour 2025, plus de gouvernement stable, plus de cap. Et à 20h, Emmanuel Macron prend la parole. 7 minutes 30. Une allocution courte, tendue, sur la défensive. Il dénonce un front anti-républicain unissant l'extrême gauche et l'extrême droite. Il refuse d'assumer la responsabilité de la situation. « Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres », dit-il. Il annonce qu'il nommera un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Il promet une loi spéciale pour assurer la continuité budgétaire. Il jure qu'il exercera son mandat pleinement jusqu'à son terme en 2027. Mais sa voix trahit autre chose, l'épuisement, l'isolement, la fin de parti. Laissez-moi être précis sur ce qui s'est réellement passé ici. Ce n'est pas une simple chute de gouvernement, c'est l'effondrement complet du système macroniste. Pendant 7 ans, Emmanuel Macron a gouverné en contournant le Parlement. 49.3 sur 49.3, ordonnances, décrets,
commission paritaire. Il a fait passer la réforme des retraites au 49-3 malgré des millions de manifestants. Il a dissous l'Assemblée pensant que les Français le suivraient. Il a refusé de nommer un Premier ministre de gauche malgré leur victoire électorale. Il a cru qu'il pouvait continuer à imposer sa volonté. Mais le 4 décembre 2024, la réalité l'a rattrapé. Brutalement. Définitivement. Voici les mathématiques qui terrorisent l'Élysée en ce moment. Macron ne peut pas dissoudre avant le 8 juillet 2025. 7 mois encore. 7 mois pendant lesquels n'importe quel Premier ministre peut être renversé à tout moment. 7 mois pendant lesquels il faut trouver une majorité introuvable. 7 mois pendant lesquels chaque réforme, chaque budget, chaque loi dépendra du bon vouloir du Rassemblement national ou du nouveau Front populaire. Les noms circulent pour remplacer Barnier. François Bayrou, président du MoDem, allié historique de Macron. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste, vu comme un recours technocratique. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, figure montante du macronisme. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, homme à poigne. Mais aucun de ces noms ne change l'équation fondamentale, aucun ne dispose d'une majorité. Aucun ne peut gouverner sans l'accord tacite du RN. Et Marine Le Pen le sait. Regardez ce qu'elle dit aux 20h de TF1 le soir même de la censure. Nous allons co-construire, pas seulement avec le Rassemblement national, mais avec l'ensemble des forces présentes à l'Assemblée nationale, un budget qui soit acceptable pour tous. Co-construire, elle ne dit pas soutenir, elle ne dit pas tolérer, elle dit co-construire, comme si elle était déjà au gouvernement, comme si elle dictait déjà les conditions. Et techniquement, c'est le cas. Tout gouvernement formé par Macron devra désormais négocier avec Le Pen. Surtout, le budget, les retraites, l'immigration, la fiscalité, la sécurité, chaque loi devra passer le filtre du RN. C'est une cohabitation déguisée, sans le dire, sans l'assumer, mais une cohabitation quand même. Le RN au pouvoir sans être au pouvoir, influençant tout sans gouverner formellement. Une situation inédite, perverse, dangereuse. La gauche, elle, réclame la démission de Macron. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, tweet le soir même avec un Barnier tous les 3 mois, Macron ne tiendra pas 3 ans. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, demande des présidentielles anticipées. Le Parti socialiste évoque une crise de régime. Le Parti communiste parle d'un président illégitime. Même au sein du camp présidentiel, les critiques montent. Des députés Renaissance anonymement confient à la presse que la dissolution était une erreur monumentale, que Macron a perdu la main, que nous payons son orgueil. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, plaide pour un accord de non-censure allant des Républicains au Parti socialiste. Une coalition centriste pour isoler les extrêmes. Mais personne n'y croit vraiment. Le Parti socialiste a refusé de participer au gouvernement Barnier. Pourquoi accepterait-il maintenant? Les Républicains, eux, reprennent leur liberté. Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée, déclare que la coalition gouvernementale ne valait que pour Michel Barnier. Sous-entendu, nous ne soutiendrons pas automatiquement le prochain. Éric Ciotti, qui a allié son courant des LR au Rassemblement national, jubile. Sa stratégie d'alliance avec l'extrême droite semble validée par les événements. Les lignes politiques se recomposent en temps réel. Les alliances se défont. Les ambitions personnelles ressurgissent. Et pendant ce temps, la France n'a toujours pas de budget pour 2025. Car voici ce qui se passe techniquement. Sans budget voté avant le 31 décembre, une loi spéciale doit être adoptée. Cette loi reconduit provisoirement les règles budgétaires de 2024 pour permettre à l'État de fonctionner. Pas de nouveaux investissements, pas de nouvelles réformes, juste la continuité minimale. Les impôts de 2024 sont reconduits, les dépenses de 2024 sont reconduites. Un gel total, une gestion de survie. Et cette loi spéciale elle-même doit être votée par le Parlement, ce qui signifie que même pour éviter le shutdown administratif, Macron doit obtenir l'accord de l'Assemblée. Accord qui pourrait dépendre, encore une fois, du bon vouloir du RN. Mais attendez,
Il y a pire. La Commission européenne surveille la France de très près. Le déficit français dépasse largement les limites du pacte de stabilité. Bruxelles a ouvert une procédure pour déficit excessif. La France doit ramener son déficit sous les 3% du PIB, rapidement. Mais comment faire sans gouvernement stable? Comment faire sans majorité? Comment faire avec une assemblée qui censure tout budget un peu trop rigoureux? Les marchés financiers commencent à s'inquiéter. L'écart entre les taux d'emprunt français et allemand, le fameux spread, se creuse. La France emprunte désormais presque aussi cher que l'Espagne. Les agences de notation menacent. Fitch, Moody's, Standard & Poor's observent. Si la situation politique ne se stabilise pas, si le déficit continue d'exploser, une dégradation de la note souveraine française est inévitable. Et une dégradation signifierait des taux d'emprunt encore plus élevés, ce qui creuserait encore plus le déficit. Cercle vicieux. Le Parti républicain américain regarde ce qui se passe en France et voit une démocratie en panne. La Chine utilise la crise française dans sa propagande pour discréditer les démocraties occidentales. La Russie se réjouit de l'instabilité d'un membre clé de l'OTAN et de l'Union européenne. L'Allemagne, elle-même en pleine transition politique après la chute du gouvernement Scholz, s'inquiète. Le couple franco-allemand, moteur de l'Europe depuis 70 ans, est affaibli simultanément. Les deux locomotives de l'UE sont en panne au même moment. Bruxelles panique. Qui va porter les dossiers stratégiques? L'aide à l'Ukraine, la réponse à Trump 2.0, la politique industrielle européenne, la défense commune. Tout est suspendu. Et voici la vérité plus profonde que la plupart des analyses manquent complètement. Au-delà de la mécanique politique immédiate, un règlement de compte constitutionnel est en cours. La décision de dissoudre l'Assemblée le 9 juin 2024 a brisé une hypothèse de longue date dans la VE République. L'hypothèse selon laquelle le président contrôle le calendrier politique, selon laquelle la dissolution est une arme qui renforce le président, selon laquelle les Français, en cas de doute, soutiennent le chef de l'État. Toutes ces hypothèses se sont effondrées le 7 juillet 2024. Pour la première fois, une dissolution présidentielle produit non pas la clarification espérée, mais le chaos total. Pour la première fois, les électeurs sanctionnent massivement le président qui dissout. Pour la première fois, le président se retrouve plus faible après qu'avant. Et cette leçon va marquer tous les futurs présidents de la VE République. Regardez les constitutionnalistes français. Ils parlent d'une crise de régime, d'un affaiblissement institutionnel sans précédent, d'un président en fin de règne. Olivier Duhamel, spécialiste des institutions, dit que Macron a abîmé la fonction présidentielle. Jean-Philippe Desrosiers, professeur de droit, explique que Macron a usé de toutes ses prérogatives constitutionnelles, mais sans discernement. Il a fait un usage légal, mais illégitime de ses pouvoirs. La dissolution était constitutionnelle, mais politiquement absurde. Le 49.3 était légal, mais démocratiquement toxique. Tout cela a créé une défiance profonde envers les institutions. Les sondages sont implacables. La popularité de Macron oscille entre 21% et 26% selon les instituts, un niveau historiquement bas pour un président en exercice. 74% des Français jugent qu'il devrait démissionner. 68% pensent qu'il a perdu la capacité de gouverner. 82% estiment que la dissolution était une erreur. Ces chiffres ne sont pas des fluctuations passagères. C'est un rejet massif, durable, profond, et Macron le sait. Mais il refuse de partir. Il s'accroche. Il invoque la Constitution. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme, dit-il le 5 décembre. Techniquement, il a raison. Constitutionnellement, il peut rester jusqu'en 2027. Rien ne peut le forcer à démissionner. Mais politiquement, il est fini. Son autorité est épuisée. Sa capacité à réformer est nulle. Sa marge de manœuvre est inexistante. Voici où nous en sommes maintenant. Le 13 décembre 2024, après 8 jours d'attente, Emmanuel Macron nomme François Bayrou Premier ministre. Bayrou, 73 ans, président du MoDem, allié historique mais difficile de Macron. Un homme de compromis, un centriste assumé, quelqu'un qui pourrait théoriquement négocier avec la gauche modérée et la droite républicaine. Mais le problème reste entier. Bayrou n'a pas de majorité non plus.
Il devra lui aussi construire des coalitions texte par texte, négocier en permanence, faire des concessions constantes et surtout éviter la censure. Chaque jour qui passe renforce Marine Le Pen. Chaque crise affaiblit un peu plus Macron. Chaque recul nourrit le sentiment que le système ne fonctionne plus, que les élites sont déconnectées, que seuls les extrêmes ont des solutions. C'est exactement ce cercle vicieux qui a porté Trump au pouvoir aux États-Unis. C'est ce qui monte partout en Europe. La défiance envers les institutions, le rejet des corps intermédiaires, l'appel à l'homme fort. Les prochains mois sont décisifs. Si Bayrou parvient à faire adopter un budget début 2025, la crise pourrait se stabiliser temporairement. Si le RN censure Bayrou également, la France entre en zone de turbulence maximale, potentiellement plusieurs gouvernements qui tombent en quelques mois. Un pays ingouvernable, une économie fragilisée, une société au bord de la rupture. Le scénario noir, celui dont personne ne veut parler ouvertement, c'est celui d'une démission forcée de Macron. Pas constitutionnellement, mais politiquement. Si la situation devient totalement ingérable, si 3 ou 4 gouvernements tombent en quelques mois, si le pays est paralysé, la pression pour qu'il parte deviendra insoutenable, même au sein de son propre camp. Et alors, ce serait Gérard Larcher, président du Sénat, qui assurerait l'intérim en attendant une élection présidentielle anticipée. Scénario improbable? Peut-être, mais beaucoup moins qu'il y a 6 mois. Voici la question qui compte réellement. Ce n'est plus de savoir si Macron finira son mandat. La vraie question est: quelle version de la démocratie française va émerger de cette crise? Est-ce qu'on va vers une évolution, vers un système plus parlementaire où les coalitions négocient et gouvernent ensemble, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas? Est-ce qu'on va vers un renforcement des extrêmes qui se présenteront comme les seuls capables de remettre de l'ordre? Est-ce qu'on va vers une réforme constitutionnelle profonde de la VE République? Toutes ces options sont sur la table. Toutes sont plausibles. Aucune n'est acquise. Emmanuel Macron a construit toute sa trajectoire politique sur l'idée qu'il pouvait transcender le clivage gauche-droite, qu'il incarnait le « en même temps », qu'il pouvait gouverner au centre en marginalisant les extrêmes. Ce qui se passe depuis le 4 décembre, c'est l'effondrement total de ce système de croyance. Pas à travers la rhétorique, à travers les faits, les votes, les censures, les démissions. Le système politique français est en train de se réorganiser sous nos yeux. Les alliances d'hier ne tiennent plus. Les clivages traditionnels se dissolvent. De nouvelles lignes de fracture apparaissent. Et personne, absolument personne, ne contrôle ce processus. Ni Macron, ni Le Pen, ni Mélenchon, ni personne. Ni les 18 prochains mois détermineront non seulement l'avenir personnel d'Emmanuel Macron, mais la capacité de la France à se gouverner dans le système actuel. Si vous voulez rester en avance sur le récit édulcoré du mainstream et comprendre les mécanismes politiques réels qui façonnent cette crise, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Nous analysons les votes, nous décodons les stratégies, nous suivons ce que les acteurs politiques construisent réellement sans le bruit partisan. Abonnez-vous, activez les notifications parce que les prochaines semaines bougeront plus vite que les médias traditionnels ne peuvent traiter. Déposez votre prédiction dans les commentaires. Macron tiendra-t-il jusqu'en 2027 ou partira-t-il avant? Je vous vois dans la prochaine analyse.